on va refaire un petit peu le point. Si vous n'étiez pas là mardi et que vous n'avez pas regardé les vidéos, c'est pas bien, mais bon, je vous aime quand même. Alors non, plus sérieusement. Donc j'avais eu un problème dimanche sur le fait de pouvoir tout simplement me connecter pour récupérer des trucs et pas me faire méchamment bâcher la tronche par des 403. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, tout bêtement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait évoluer donc dans mon code, mon request, en l'occurrence, le client que je construis, en lui passant un cookie store. Donc un truc génial qui est intégré dans le bordel et qui permet justement d'avoir un cookie store. Donc l'idée derrière, c'est quoi? C'est que je fais une toute petite requête à un endroit qui va bien. Je suis même pas sûr que brand ça soit nécessaire. Bon, on s'en fout. En tout cas, ça me permet en fait de faire une requête pour ensuite recevoir en réponse les entêtes et notamment le set cookie, enfin les set cookies, puisqu'en l'occurrence il y en a plusieurs. Ça c'est géré automatiquement par request qui, comme il y a un cookie store qui est rattaché à mon client, dit ok, dans ton client persistant qui a un cookie store, je fais les set cookies qui vont bien. Et donc je récupère le statut histoire de voir si ça m'a pas explosé à la tronche. Bon, a priori pour l'instant c'est pas le souci. Ensuite je vais récupérer donc l'URL qui m'intéresse. Alors non, là en fait je triche un peu puisque j'avais mis les URL en dur. L'idée c'est qu'elles soient plus en dur après, mais bon. Je récupère, donc là je vais faire une requête vers la vraie URL d'API, donc avec le même client que celui que j'ai construit, et qui a donc les cookies à jour, puisque j'ai fait une requête pour. Vous suivez? Et donc, j'ai normalement une réponse avec un statut, et ensuite je vais rentrer dans le texte, la partie textuelle de la réponse. HTTP c'est que du texte, c'est pas forcément du JSON, comme je l'ai expliqué en long, en large et en travers pendant HTMX, enfin ma conf sur HTMX, et ensuite, et puis après s'il y a un intervalle, on recommence. Bon, puisqu'on est dans une magnifique boucle loop infinie. Qu'est-ce que ça donne? Cargo run, oui je dois lui passer une URL, bon ça d'accord. Voilà, et on récupère tout ça. Alors, je vais faire un CTRL Z, donc pour vous montrer effectivement, on récupère un gros payload. Est-ce que... Ah oui c'est ça, c'est que je voulais rajouter un... Ouais. On va faire ça tout de suite parce que j'utilise beaucoup... Je vais vous expliquer ce que je vais faire. Je vais le faire là. Hop. Juste... Non, je crois que je vais me faire engueuler par Clippy parce qu'il y a une manière de faire qui est plus simple que ça. Clippy m'engueule pas là-dessus? Ah oui, parce que j'ai fait ça. Ah voilà, j'aime bien quand Clippy m'engueule. Empty string literal in println, remove the empty string. En fait, quand on fait ça, Et là, il n'y a pas de Clippy, m'embête pas. Pourquoi je mets un retour chariot en fait en plus? On va enlever l'intervalle parce que ça me sert à rien. Voilà, j'exécute. Et vous voyez, j'ai mis juste avant mon fetching, j'ai mis un espace vide. Parce qu'en fait, quand je passe en mode échappe, là, vous le voyez peut-être pas dans mon terminal, mais tout en haut à droite, là, la partie orange, qui est là-haut, c'est qu'on est passé en mode... je ne sais plus comment il s'appelle ce mode-là, le chat me le rappellera probablement. C'est le mode en fait où on peut parcourir sur l'écran dans Tmux. Et ça, c'est une des grandes forces de Tmux. C'est vrai que j'en ai pas parlé la dernière fois, mais ça permet en fait de se balader dans l'historique avec les touches, etc. Et en l'occurrence, moi j'ai activé les binding Vim. Donc je peux très bien arriver à un endroit, ici, faire un V. Donc là j'ai commencé un V au sens Vim du terme, de sélection. Et après je peux utiliser les touches de Vim comme W pour aller en avant, B pour aller en arrière, T double quote pour aller à la prochaine double quote, Shift T double quote pour revenir en arrière à la double quote. Enfin, voilà, c'est le genre de truc que moi je fais en muscle memory total dans Vim, et le fait d'avoir exactement la même chose quand je suis dans Tmux, c'est super cool. Et puis après je peux faire yank et ça copie comme le fait Vim quand on fait un yank. Et il y a un truc qui est très cool, c'est que quand on est habitué au mouvement dans Vim, et qu'on connaît un petit peu son Vim, on peut utiliser accolade pour aller justement au-dessus et en dessous des blocs. Et qu'est-ce qui délimite les blocs dans Vim avec accolade? Les espaces. Donc le fait d'avoir ajouté un espace, je peux passer tout en haut du bloc qui m'intéresse, et puis après repasser tout en bas, parce que de toute façon c'est en dessous. Alors que si vous n'avez, comme c'était le cas avant, que des lignes qui s'enchaînent sans aucune ligne vide, quand vous allez... Voilà, là par exemple j'ai fait un CTRL-C, ma ligne elle n'est pas vide là. Donc quand vous faites accolade, vous allez peut-être monter de 50 commandes d'un coup. Ce qui est un peu dommage. Donc c'est pour ça qu'effectivement, j'hésite pas à rajouter moi des
des espaces pour justement me dire quand je fais accolade vers le bas je vais là et quand je fais accolade vers le haut je vais là. Il me semble même qu'on peut utiliser les ZT. Non, après c'est du Tmux. Bon. Donc voilà. Aussi, hein, l'idée derrière le fait d'utiliser Tmux, c'est que ça correspond à mon mojo. Ce qui me fait penser à Joachim. Joachim, si tu me regardes. Voilà. Tac. Donc, qu'est-ce que je récupère ? V%. Là aussi, c'est du Vim. V%. Je sélectionne tout l'objet de JSON. Okay ? Et donc, effectivement, on s'était rendu compte la dernière fois et j'avais créé justement test.json. Ça, c'est la réponse que j'ai eue la dernière fois. Et donc, que j'avais nettoyé avec un site externe parce que j'étais un peu feignant pour justement voir ce que ça donne. Donc, ça, c'est vraiment le payload que j'ai récupéré de la recherche que j'ai fait avec... non, elle est où ? Voilà, avec cette URL-là. Donc, à savoir ce qui m'intéresse. Alors, il y a de la pagination, effectivement. Il y a un timestamp. Il y a le search text non, catalogue non, brand, voilà. Et donc je lui passe la brand qui m'intéressait, à savoir, bien évidemment, vous aurez reconnu la même brand qu'il y avait là-haut, à savoir le numéro de la brand Not Perfect Linen, parce que j'étais sur cette marque-là. Plutôt cool. Donc, je peux faire une pré-requête pour charger mes cookies, et après je peux faire une requête sur l'API. Je peux faire une requête sur l'API sans me faire déboîter. Ce qui est plutôt cool, et ce qui va être un petit peu l'idée. Est-ce que je peux simplifier l'URL ? Je pourrais, je sais, je vais peut-être pas tenter, parce que si jamais il détecte qu'il a besoin d'avoir les morceaux, les fragments, etc., pas les fragments, les query params, voilà, etc., il va m'en vouloir. Pour l'instant, je vais rester comme ça. L'idée, ça va être de me dire, ok, j'ai ma requête qui produit un JSON, maintenant ce JSON, et c'est un peu l'objectif de ce soir, ça va être de le parcourir. Ça va être de se dire... ah oui, je l'ai ouvert à 2 endroits en même temps. On va te sortir de là, 4, et on va le rouvrir sans le swap file. Parce que vous pouvez avoir un fichier ouvert en écriture qu'à un seul endroit dans Vim, ce qui ressemble un petit peu au borrow mutable de Rust en fait. Découvrez-je maintenant. C'est presque comme si c'était une bonne idée, le fait de se dire on a une référence mutable ou plusieurs références immutables. Je troll à peine. Bref, donc je raconte un tas de conneries, ça c'est cool. On va avoir donc des items, donc un array d'items avec un ID et une structure, etc. Très cool, donc intéressant. Il va y avoir des informations utilisateurs qui ne m'intéressent absolument pas, donc ça fera pas partie de l'équation. En fait, la question que je me pose, c'est est-ce que je peux faire en Rust, enfin du moins avec request et CRD.json qu'on a vu, ou d'une manière ou d'une autre, est-ce que je peux arriver à dire je ne veux m'intéresser qu'à un sous-ensemble de ce bordel-là, histoire de me dire, bah oui, moi ce que je veux récupérer, c'est peut-être juste le lien, arriver à construire, voilà, non pas les profils URL, justement, je ne veux pas avoir d'informations utilisateurs. Voilà, c'était ça. Donc l'URL des produits, donc à la limite, juste récupérer dans un premier temps dans items, qui est donc la propriété de l'objet parent. J'imagine qu'il n'y a pas d'autre... Ah si, code 0, pagination, ok, les informations de pagination, search tracking param, avec de la corrélation de la session ID et du global catalog, ok, très bien, ça peut être sympa. Et donc mes items, ils sont là. Donc vraiment, la propriété importante de l'objet en réponse, c'est items. Donc on va parcourir ça. Donc l'idée, ça va être de récupérer ça, éventuellement après de récupérer les informations de pagination, parce que je vais vouloir... probablement parcourir toutes les pages histoire d'avoir toutes les entries. Est-ce que je peux avoir une seule page avec toutes les entries ? Je sais pas. Après, c'est intéressant, je trouve, de gérer un mécanisme d'auto-pagination. Peut-être que Request le fait. Enfin voilà, c'est le genre de truc qu'on va discuter après. Mais vous voyez, exactement comme l'Advent of Code, avant même de parler de Ratatouille, exactement comme l'Advent of Code, quand on commence à tirer en fait sur un câble, oui, il y a plein d'autres idées qui viennent derrière. De la même manière que... comment ça s'appelle ? De la même manière que si, quand on a commencé à faire Ratatouille, justement, on s'est dit, ah bah oui, ça serait pas mal de, ça serait pas mal de, ça serait pas mal de. Ça, j'adore faire ce genre de truc, parce que, en fait, à chaque fois, l'idée, c'est qu'on construit une petite itération et on avance là-dessus. Et l'idée, c'est d'être de plus en plus déjanté. Voilà. Donc, ne m'en veuillez pas, les gens de Vinted, Le Bon Coin, Boulanger, enfin, tous les endroits où on va utiliser ce genre de requêtes. On est là juste à la base pour se faire plaisir. Et faire du Rust.
Alors, j'ai un item, items, là-dedans, et ce qui va m'intéresser dans ces propriétés de items, c'est donc certainement pas l'ID pour être intéressant, mais dans un premier temps, je veux juste récupérer les URL au singulier de tout ça, et avoir une collection de tous ces trucs-là, que je puisse me dire, bah voilà, ma recherche, elle a produit toutes ces URL en réponse. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Oui, alors après il y a des photos, etc. Mais je veux pas scraper les photos. Encore une fois, on n'est pas sur une logique de scrapping, ne m'en voulez pas. Donc ça c'est le user d'après. Voilà. On pourra le faire éventuellement avec du Vim ou du grep. Pour maîtriser Vim et Tmux, tu conseillerais quelle ressource ? Je pense qu'il manquait un tu dans ta phrase. Tmux, j'aurais du mal à répondre autre que la cheat sheet de Tmux. Celle-là, moi j'ai toujours utilisé celle-là. T'imprimes ça, tu te mets ça devant sur un mur et c'est tout. Voilà. Tmux, c'est quasiment que ça, c'est la puissance de Tmux. Ça, il n'y a pas de débat par rapport à ça. Pour Vim, je pense qu'il y a pas mal de chaînes YouTube qui en parlent. Des fois, j'en mentionne, il n'y a pas de souci. Maintenant, si tu veux vraiment apprendre Vim, alors il y a deux liens. J'accepte les digressions, il n'y a aucun souci. Hein. Learn Vim Script the hard way. Et au-delà du Vim Script, parce que là en l'occurrence ça ne parlera pas du tout de Lua, etc. Ça apprend absolument tout ce qu'il y a à savoir sur Vim et de manière extrêmement progressive. Tiens bah, on parlait de Normal la dernière fois, Benji. Ben, voilà, il y a tout un truc avec Normal. Il y a absolument l'intégralité de ce qu'on peut faire avec Vim. Et ça parle de Vim Script parce que c'est le langage en dessous de Vim en termes de... Parce que Vim est à la fois un éditeur, mais c'est aussi le langage qu'on peut utiliser pour configurer cet éditeur. Donc ça, Learn Vim Script de Hardware, je le mets directement. Un nombre incalculable de fois, j'y suis allé. C'est une Bible, en fait, il faut le voir comme une Bible. Après, il y a Mouseless Dev qui a fait un ensemble d'articles. Alors déjà, de Mouseless Dev, hein, ça envoie le... ça envoie du rêve. Est-ce que j'ai accès à son blog ici ? Ah, The Valuable Dev, voilà. Chaque fois je mets Mouseless, c'est plus facile à retenir. Déjà c'est un blog qui est génial, hein, on va pas se prendre la tête là-dessus. C'est un truc de ouf. Est-ce qu'il a fait... Voilà, Vim. Et il a fait un ensemble d'articles. On va commencer par celui-là, parce que ce qui est génial, c'est qu'ils sont tous liés. Il y a des liens dans tous les sens là-dessus. Il a fait ça. Je vais le copier là aussi dans le chat. Ça, vous lisez ça, vous êtes une brutasse en Vim. Et très progressivement, il y a des exemples à chaque fois pour vous dire, alors, on va prendre un truc un peu avancé, comme ça vous allez vite comprendre, on va prendre Adept. À chaque fois il y a des niveaux et tout, il y a un côté un peu gamification. Mais voilà, les quick fix, comment ça marche, les digraphes, comment ça marche, et à chaque fois il y a des exercices, il y a des machins, il y a des références à l'aide internes dans Vim. C'est vrai que le meilleur moyen d'apprendre Vim, c'est d'utiliser .help tout le temps. Bon, après c'est un peu rugueux, mais quand on a des questions et qu'on est en plein dans le bousin, se dire ah oui, alors attends, Stéphane il m'avait parlé de vsplit, donc si je fais un help vsplit, comment ça se passe? Et là effectivement vous avez l'aide de Vim directement dedans qui vous explique les vsplits. C'est ce genre de truc où au début on dit waouh, c'est extrêmement râpeux ce genre de doc. Ouais, mais c'est comme ce que j'avais montré avec Git, c'est extrêmement puissant, c'est extrêmement dense en information. Donc voilà, c'est un ensemble de collections là-dessus. Tmux, je sais pas trop, mais vraiment Tmux, ça se prend très très facilement en main. Enfin, c'est créer une fenêtre, créer un panneau, toggle entre les panneaux, etc. Un peu de configuration dans la config, mais ça se fait limited power. Enfin. Tmux, je trouve, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui me disaient le fait de faire préfixe et puis une autre touche, c'est un mécanisme qui est des fois un petit peu ardu. Je comprends tout à fait. Maintenant, c'est d'une puissance. Après, c'est vraiment que de la muscle memory. Et c'est ce que je disais, ça va te parler toi, Benji. Je pense qu'effectivement, il faudrait que je fasse une passe sur mon clavier split pour avoir des touches en fait déjà configurées. Plutôt que de faire CTRL A, puisque moi c'est CTRL A, c'est pas CTRL B, mon leader dans Tmux, mais plutôt que de faire CTRL A, point virgule pour switcher entre les previous pane, donc pour alterner entre deux panneaux, peut-être que je pourrais avoir directement une touche avec un layer, etc. C'est vrai que j'ai pas pensé à le faire, on pourra peut-être le faire en stream ça, de binder, de reconfigurer mon clavier à la volée pour se dire ok, donc là maintenant j'appuie sur une touche et ça fait CTRL B, point virgule. C'est vrai que c'est CTRL A, point virgule, ça peut être très très fun à faire en tout cas.
que je prenne une webcam directement pour mon clavier. Ah, c'est toi qui l'as, ça, Benji, ça. C'est une très bonne idée, ça. Voilà. Donc, revenons à nos moutons, à nos URL. Donc, j'ai un array de items, et là-dedans, je vais récupérer à chaque fois la propriété URL. Et tout le reste, je m'en tape, pour l'instant. On va dire que d'un point de vue métier, c'est ce qu'on veut avoir. Donc, la question, ça va être... Alors, si je fais ça... Alors, je vais arrêter avec la partie réponse, parce que je vais pouvoir parser, je veux plus du texte. Donc, si je fais ça, et que je fais... Tu dis chat comme chat, je suis sûr que tu dis Banker Berger. Oui, je fais des fois exprès de dire des bêtises. Oh, c'est ça qu'on aime. Mais je dis le chat, effectivement. Non, mais il y a trop d'américanisation, etc., d'anglicisation. C'est bien aussi de s'approprier les choses et de pas forcément dépendre. Donc là, vous voyez pas, je suis peut-être caché derrière mon truc. Ouais, je vais faire comme ça. Alors, CTRL A, échappe. Ah oui, non, quand on fait Z, en fait, il centre. Ah, d'accord, un truc de Tmux qui est un peu à la Vim. Ça, c'est cool, ça. Donc là, je suis remonté là avec mon accolade. Je vais revenir au début de la ligne avec carrette. Je vais faire un W pour aller sur ça et ça. Donc en fait, si je prends le truc directement en JSON et que je vais dans mon... Ah oui, mon test.json, il est là. BN. J'avais pas ouvert mon test.json? Ah, ok. Hop, hop. Ah, mais c'est peut-être... GQ failed to run. Bon, c'est pas grave, on va le garder comme ça. Parce que si je fais un contrôleur... Code numbers... Ah oui, non, parce que c'est un objet. Donc, effectivement... Non, c'est ça qui va pas. Oui, ok. On va garder une représentation classique JSON. Oui. Oui, parce que CRD, en fait, il fait un parsing et on obtient un objet de type value, au sens CRD JSON. Mais c'est pas un JSON. C'est un objet, voilà, c'est ce qu'il dit là-dedans. Représente any JSON value. Donc c'est pour ça que je ne peux pas juste print le truc et puis me dire c'est du JSON. Non, c'est une interprétation du JSON. Et maintenant, ce que je voudrais faire, c'est caster ça. Donc, soit je fais un struct pour décrire ma donnée, mais ça veut dire que peut-être potentiellement il va falloir que je structe tout. On va aller voir ce que dit la doc de request. Je pense qu'elle sera beaucoup plus... oui, j'avais mis request. J'avais fermé la doc de request. C'est mal. Alors, JSON. Request builder. Ouais, mais je le veux pas sur le request builder. Gna. Ok. Non, mais c'est en termes de response. Mais il l'avait montré, ça. Alors, hmap new, map insert, langrust, map insert body. Ah oui, parce que c'est un hmap et après on fait un post pour le formulaire. Ah oui, c'est plutôt cool ça comme manière de faire. Ok. C'est pas ce qu'on veut, mais ça m'intéresse. Proxies, TLS, WASM, optional feature. Non, il n'y avait rien qui m'intéressait là-dedans. Ok. Alors, client builder. Client builder. Non, c'est response que je veux. Parce que c'est ça, hein, response. Oui, c'est ça, c'est response. Alors, response. 100 points, ça sera mieux. Oui. Status, version, machin, content-let, cookie, URL, text, get the full text, text with charset, JSON. Voilà. Available on create feature JSON. Voilà, c'était ça, c'est qu'il fallait les features. Try to deserialize the response body as JSON. Et voilà, donc on définit un struct avec le trait deserialize de CRD. Je vous la referai rapidement, hein, parce que CRD c'est très courant en Rust et pas forcément dans d'autres langages, ou du moins ça n'a pas le même nom. Donc on fait une requête, on récupère des trucs, on va faire ça en utilisant le fiche operator pour pouvoir le caster, et voilà. Donc ma question c'est, alors, the method fails whenever the response body is not in JSON format or it cannot be properly deserialized to target type T. For more detail, il y a une méthode dans CRD.json qui s'appelle FromReader et qui permet probablement de dire read user from file, path, user fingerprint location. D'accord. On ouvre le fichier, on va lire le fichier et après on fait un FromReader
de Raider. Comment tu sais que c'est une instance de user? Ah, parce que avec l'inférence, on a dit qu'on allait retourner un user. Le OKU, il dit que you est un user, et donc que you par inférence est un user. Et donc CRD.json from reader, il dit je dois être en capacité de lire reader en user. Donc ça se fait au runtime, forcément, puisqu'on est en train de parser. Fair. Alors on va voir, je vais essayer les deux approches. Je vais essayer de caster directement avec .json et puis le struct que j'aurai défini. Ce qui n'est peut-être pas une bonne idée, on va essayer. Et si ça ne marche pas, je passerai par la case CRD.json. Donc pour ça, on va faire un struct. Ok, donc on va faire un struct. Donc un struct, rappel, hein, c'est une structure d'objet. Parce qu'en fait, que ce soit Rust, C, etc., on va mettre les trucs en mémoire de manière sérielle. Par contre, le fait de dire c'est de la donnée structurée, ça permet de dire ok, il va y avoir tant d'octets, ça va être telle propriété, tant d'octets, telle propriété, etc. Et j'aime beaucoup ce mot struct, hein, en passant. Donc on va appeler ça item, puisqu'on a défini que... Alors on va faire item, puis après on va faire un autre struct. Vous allez vite comprendre. Donc qu'est-ce que j'ai dans item? Je vais avoir un URL, et cette URL, c'est un string. Chat, string. C'est un string. On va rajouter un derive. On va rajouter un derive, c'est quoi? Deserialize. Et debug aussi, c'est vrai que debug, c'est toujours intéressant. Alors, debug. Forcément, il ne connaît pas deserialize parce qu'il a besoin de CRD. Alors, si vous ne connaissez pas CRD, je ne sais pas comment on dit. CRD, c'est une dépendance, c'est une librairie en Rust qui permet de faire de la sérialisation et de la désérialisation. La sérialisation, c'est-à-dire qu'on a des objets en mémoire qui sont structurés et puis on les transforme en ligne. Et désérialisation, c'est l'inverse, on a un objet en ligne et on veut le transformer en objet structuré. C'est une brute. Enfin, je le vois utilisé partout. Je pense qu'il doit y avoir les 3/4 de l'écosystème Rust qui doivent dépendre de CRD. Et ce qui est normal en fait, puisque quand on fait du passage, que ce soit avec des requêtes HTTP, que ce soit sur des WebSockets, que ce soit sur des sockets même d'une manière générale, que ce soit même des fois sur des appels de code entre différents langages, comme ça peut se faire entre Rust, C, etc. Bah, on met tout ça sous la forme d'un string, comme ça on lui passe à l'autre, et puis à l'autre de désérialiser justement pour arriver à faire sa vie, quoi. Comment ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Use CRD deserialize, debug. Eh ben, je l'ai mis, CRD. Pourquoi tu m'énerves? Is important here. It is only a trait. Je suis fatigué. This is imported here, it is only a trait. Origin formatter. Can I find macro? Hein? Je l'ai mal écrit. Je suis sûr que je l'ai mal écrit. The fuck? Est-ce que je l'ai installé? Ah oui, il y a CRD. Il y a même CRD.json. J'ai mis les deux. Bah alors les mecs. C'est quoi ce bordel là? Non, est-ce que c'est mon NeoVim qui pète un câble? Ah, je te jure. Il y a de la pub qui commence bientôt. Je sais pas, je sais plus. Je regardais pas. Bon, tant pis, si vous êtes parti à la pub. Je vous aime beaucoup. Comme ça, je vais pouvoir me galérer avec ça. Is important here, it is only a trait without a derived macro. Mais non, mais c'est... Alors, attends. Qu'est-ce que j'ai fait qu'il faut pas? Pourtant on est bien sur un derive, use CRD. Ou alors il y a un truc à faire pour CRD? Pourtant j'ai bien mon truc, mon struct, j'ai pas fait d'autres bêtises quand même. J'ai bien des bugs, hein, ça c'est mon... C'est pas la macro. Alors je... fatigué. CRD Rust. Ah, pas vrai ça. Alors CRD, implement serialize, implementing deserialize. Non, c'est pas ce que je veux ça. C'est un trait, machin. Non, mais non. Using derive, voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, qu'est-ce qu'il a oublié? Il a oublié la feature. Alors ça, pour le coup, ça me saoule. Ça arrive un peu trop souvent. Alors je sais que... Non, mais non, je vais pas rager. Je vais pas rager. Je suis tenté, mais je vais pas rager.
que ça, effectivement, c'est un peu relou. Le fait de se dire que il y a beaucoup de features. Bon. C'est juste un truc comme ça. Et derive. Voilà. Et là, ça marche. Bande d'enfoirés. Et oui. Ouais, je bois un coup. Merci beaucoup, Takeshiro. Je voulais boire, je pouvais pas vous embêter. Donc oui, j'étais en train de rager sur, sur les features. Non, je disais tout simplement que là, j'avais besoin de la macro Deserialize, mais pour avoir la macro, il faut avoir activé en fait la feature Derive dans CRD. Et le fait d'activer la feature, c'est quelque chose qu'on fait manuellement. Le LSP permet pas de dire, ou du moins, j'ai pas trouvé où, il ne permet pas de dire. Bah, tu veux utiliser la macro Deserialize, donc il faut activer la feature des Derive, donc je peux te proposer d'activer la feature Derive. Non, il faut aller le faire à la main. Bon. Voilà, j'aurais ragé 2 fois, tu vois, avec le micro et sans le micro. Alors, response. Donc là, response, qu'est-ce qu'on a? On va avoir notre fameux items. Et items, comment on va décrire le fait que c'est une collection? Ça va être un set. Ça va être un H7. Ah, oui. H7, je pense. Un H7 de quoi? Un H7 de item. Je tente ça? Pourquoi t'es pas d'accord? Qu'est-ce qui te manque? Il manque H, effectivement. Il faut que je lui rajoute le fait de dériver H. Ça, c'est extrêmement puissant, hein. J'en profite 2 secondes pour faire du Rust. C'est pas du tout pour gagner du temps, puisqu'on va pouvoir rester un peu plus tard, je pense. Ça, c'est extrêmement intéressant à les derive. C'est-à-dire que directement sur votre item, vous lui dites mon article, je dis de base, qui va être capable d'être désérialisé, qui va pouvoir être débugué, c'est-à-dire affiché avec un truc spécifique, et qui va être capable d'être haché. Donc on peut calculer un hash. Ça, c'est extrêmement puissant parce que ça veut dire que vous n'avez pas à implémenter ces traits, ces caractéristiques de votre objet à la mano. Il va pouvoir le déduire tout bêtement parce que string est deserialize, debug et hash, en plus d'être tout un tas d'autres choses. Et donc, voilà, le fait de calculer le hash d'une string, ça se fait très bien. Donc, le trait hash, pour prendre celui-là en l'occurrence, le trait hash est déjà implémenté pour string. Après, vous pouvez le réimplémenter si vous voulez, hein, si vous êtes vénère et que vous avez un besoin spécifique. Mais en l'occurrence, là, j'ai juste à dériver et c'est cool. Et donc, il n'est pas d'accord. Qu'est-ce qui manque? Il manque EQ. EQ, c'est un autre trait. On va mettre partial EQ parce que je pense qu'en général, ouais, c'est ça, partial EQ, EQ, et puis on va mettre partial ORD et ORD. Je vous explique ça après. Partial EQ, c'est pour la comparaison partielle, comme son nom l'indique. Et ce que vous connaissez mieux, c'est la comparaison parfaite, à savoir A égale B. Partial EQ, je crois qu'il y a des cas aux limites. Pareil pour ORD, c'est pour est-ce que vous avez un set qui est entièrement ordonné. Par exemple, si vous avez, je sais pas, les lettres de l'alphabet ou les nombres entiers, ce genre de choses, ça c'est des sets qui sont parfaitement ordonnés, alors que vous pouvez avoir des sets qui ne sont pas parfaitement ordonnés parce que c'est cyclique, parce que je sais plus qu'est-ce qu'est l'exemple caractéristique des sets pas ordonnés ou partiellement ordonnés. Non, pas inférieur et supérieur parce que ça sert à ça. Il y en a un qui est connu et justement on se dit ah bah oui c'est pas possible, je crois valeur absolue, je sais plus. Bref. J'oublie trop de choses. Donc voilà, donc response contient des items et ces items, c'est quand on reçoit une réponse, on reçoit un lot d'items, une collection, et ça c'est un H7 d'items. Un H7 c'est tout simplement un ensemble. Chaque item est unique et va avoir son H à l'intérieur. Je le fais comme ça, on verra après si c'est justifié, est-ce qu'il aurait fallu faire un vec, etc., un vecteur. Pour l'instant, je fais ça un peu en mode YOLO parce que je ne sais pas si mon truc va pouvoir se parser. Alors, donc ça, on va le dupliquer, ça, on va le commenter parce que ZT, ça, non, ZZ, c'était bien. On va les garder au centre de l'écran. Ça, et donc, on va faire ce qu'ils nous ont dit de faire, que je racontais il y a 40 ans, à savoir... Response in request, on va faire JSON et on va lui passer le fiche opérator. Non. Hop là. Zoo. Alors, si je fais ça comme ça, oui, il y a un await hein, quand même, on change pas le wait, on change pas le... Ok.
Gna 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 gna. Et on va faire ça. Alors, si je fais ça, ça marche parce que je suis en CRD JSON. Ok. Et donc l'inférence fait que je vais enlever la définition de CRD JSON. Et là, il va me dire très légitimement, what the fuck dude? Je ne sais pas de quoi on parle. Ok. Je ne sais pas de quoi on parle, bien évidemment. Donc je vais lui passer, en fait, derrière JSON, la méthode JSON, je vais lui passer le fiche operator. Pourquoi? Parce que vous me croyez pas, ça ressemble à un poisson. Ouais. Faut avoir de l'imagination. Non, cherchez, hein, si je vous raconte pas de bêtises, parce qu'après on va dire Stéphane, fiche operator. C'est quelque chose qui est utilisé. Turbofish. Ah oui, c'est Turbofish Operator. C'est vrai que moi j'ai abrévié ça. Ouais. Turbofish, ouais. Donc c'est super intéressant et au début, la première fois qu'on le rencontre, notamment quand on fait des travaux sur les vecteurs, etc., on a mal à la tête. Mais c'est super cool parce qu'en fait, ça fait l'équivalent, si je prends un autre langage qui est le JavaScript, l'équivalent d'un cast. Ce qui n'est pas turbo, en fait turbo pour tout simple. Oui, je pense que ça doit être les 2 points et puis après la partie derrière c'est la partie. En fait, ça fait un poisson. Enfin, encore une fois, faut avoir de l'imagination, mais il l'appelle comme ça, le Turbofish Operator. Ouais. Et surtout, en fait, ce que ça fait, ça permet de décorer la méthode JSON. Hein, je vais utiliser cette terminologie-là. Vous voyez, il y a un type générique. Là en l'occurrence de T dans JSON. Donc, soit le compilateur il est capable de faire l'inférence par rapport au reste du contexte et de se dire ok T ça doit valoir tel type, ok. Soit il n'est pas capable de le faire. Et là, on peut lui dire, hein, exactement comme on le ferait en TypeScript en l'occurrence, pour prendre cet exemple-là, parce que voilà, il y a des TypeScript dans la place, et on peut lui dire. Et ça, c'est super cool, parce que là où dans TypeScript, c'est un trust me bro qui n'engage que celui qui y croit, en Rust, non, ça va être enforced. Et donc, ça va joyeusement exploser si ça marche pas bien. Ce qu'on va tester littéralement maintenant. Alors, forcément, il faut qu'il compile. Oui, c'est du Rust aussi, il faut qu'il compile, le pauvre. Putain, ça a marché. What the fuck? Vous voulez dire que j'ai codé un truc et que ça marche du premier coup? Comment ils disent? Ah oui, chat, clip 10. Ok. Je m'attendais pas du tout à ce que ça marche. Vraiment, je m'attendais pas du tout à ce que ça marche. Ivre, il écrit du code Rust qui fonctionne. Ok. Là, je m'attendais à ce que ça explose. Il est assorti que ce que tu avais dans ton struct du coup. Bah oui. Littéralement, et je m'attendais justement au fait que comme il y avait des propriétés surnuméraires, il les alors soit ça explose, soit ils me mettent un warning ou un truc comme ça, mais non, il a dit ok, trust me bro, mais ça c'est la puissance de à l'intérieur quoi, c'est la puissance, ça doit être un CRD à l'intérieur qui fait ça, oui j'imagine. Et ben ok. J'aurais pu m'économiser beaucoup de temps la dernière fois parce que là j'obtiens exactement le résultat escompté quoi, à savoir j'ai ma liste d'items avec ma liste d'URL. C'est une dinguerie. Alors on va s'en rajouter une tant qu'à faire. Qu'est-ce que j'avais dans mon... Ah non, qu'est-ce que je fais là? Hop, non, on va retourner, non pas dans le cargo toml, buffer wipe et on va aller dans mon test.json. Qui était probablement déjà ouvert. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre? On va en rajouter une à l'arrache comme ça, là. Eh ben tiens, size, ça va être intéressant, je pense. Status, ça va être très bon intéressant. Donc, on va les rajouter. Voilà. Il est où mon item? Ben, UR, Q, O, P, A, 2 points, string. Hop, et espace A. On était où? On était là. Status. On va faire pareil. Hein. Non, CW status. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui peut m'intéresser? Ça peut être intéressant ça. Total item price. Oui, parce que le service fee, j'en veux pas. Est-ce que... Oui. Non mais non, oui. Parce que là, il va falloir que je fasse un sous-struct en fait pour ça.
Il y avait un moyen de faire un sous-struct différemment, parce que je voudrais pas faire un derive à chaque fois. On va le faire, on va le faire. On va déjà tester ça. Voilà, pour le coup, ça va être du code qui est très spécifique à Vinted, mais je le committerai pas comme ça, je verrai après. Peut-être que je dissocierai, on fera peut-être une phase où je vais dissocier le code de base de request dans une librairie, et j'utiliserai mon code spécifique Vinted dans un autre repo que celui-là, je le pousserai pas. Parce que vraiment, l'idée, c'est pas de faire un truc Vinted, même si c'est très Vinted. Putain, ça marche du premier coup. Arrêtez-moi, je deviens productif en Rust. Ok, ça m'a effectivement donné tout ce que je voulais. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Alors, il y a un truc que je voulais faire. Donc, c'est mon fameux Total Item Price. Bah, vous savez quoi? Je vais être ultra feignant. Je vais faire ça. Je vais faire Shift V %, 2.S, double quote. On va les retirer. Voilà. Amount, on va le mettre en float. 60... Non, 64, c'est violent quand même. F8. Il y a du float sur 8? Non, hein. C'est 16 forcément. Stéphane, je sais pas ce qu'il fait. Non, je voudrais retester. Il n'y a pas de F8, on est d'accord. Oui, c'est forcément F16. Oui, ça paraît logique qu'un flottant il soit sur 16. Je tente, hein, je tente. Et currency code, on va mettre... currency. Et on va se faire quand même un petit enum. Parce qu'on a le droit de faire des enums en Rust. Hein, ça, c'est plutôt cool. Currency, hop, et on va mettre euro. Je sais plus. Attends, je fais de la merde là. Comment je définis mon enum? Ah oui, pardon, oui. Ok. Ok. Et total item price. Alors, est-ce que là, je peux directement faire un struct ici? Il y avait un truc comme ça. Un anonymous struct. Est-ce que je peux faire un truc comme ça? Regular struct. Substruct. Il est possible que non. Il est possible que je fasse le fifou là. On peut implémenter des trucs sur les structs. Non. Il n'y a pas un truc là-dessus? Ah, ou alors faut mettre là. Total item price. Mais dans ce cas-là, tu peux pas faire ça. Ou directement ça. Je me rappelle d'un truc comme ça. Bon, je vais regarder. Rust substruct. Bon, alors c'est moi qui ai nested struct. Ouais. Gna 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 gna. No, they are not supported. Bah voilà, c'était tout, c'est tout. Bah voilà, non, mais Stéphanie fait le malin, mais non, voilà. Ivre, il se met à créer des structs, des fonctionnalités du langage qui n'existent pas. Total item price. Voilà, on a défini notre currency. On va faire un total item price. On va récupérer le derive de la mort qui tue. Comme ça, on est feignant, ça fait bien le taf. Est-ce que ça gueule? Amount. Ah, ça y est. Je me rappelle. Je me rappelle ce que je voulais dire. Et oui, les flottants ne sont pas hordes. Les flottants ne peuvent pas être triés. Et oui, ils peuvent être partiellement triés, c'est-à-dire que vous pouvez comparer 2 à 2 de float et dire celui-là il est plus petit que celui-là, celui-là il est plus grand que celui-là, mais vous ne pouvez pas avoir un set totalement ordonné, horde donc, de flottants. Et de la même manière, vous ne pouvez pas les EQ. Vous ne pouvez pas les H non plus, et ça va me poser un problème. Vous pouvez pas les désérialiser. Ok, bon, on va abandonner. On va pas faire un flottant. Mais en fait, j'en ai rien à foutre que le montant ce soit un truc parce que je compte pas faire des calculs avec. Ou si je le fais, ce sera de proche en proche. Donc on va faire ça comme ça. Attends, quoi? Euro contain a capitalize acronyme. Lowercase. D'accord. Bon, ça j'avoue. C'est le cadet de mes soucis. Ça sera pas tout à fait le cadet de mes soucis parce que ça va être en majuscule dans le bordel. Pareil, on va pas se prendre la tête avec ça. Currency code, on va le mettre en string pour l'instant. Problème pour futur Stéphane, ça. Donc j'ai mon total item price. Donc maintenant, est-ce que ça marche? Mon bordel.
C'est fou. C'est complètement fou. Total item price, amount 42,7 euros. J'ai ça. En vrai, c'est très tentant de scraper. Hein. C'est vraiment très tentant, quoi. De se dire, à partir de ça, je peux reconstituer... Parce que je pourrais même limite, et je comprends en fait après comment ça pop les sites qui font ça, quoi. Je pourrais limite balancer ça, récupérer les photos et faire un auto-listing côté Alibaba ou un truc comme ça. Quand je vois comment c'est extrêmement facile de le faire, là, vraiment l'e-commerce c'est un monde compliqué. Hein. C'est vraiment tentant. Hein. Parce que là, je suis en train de me dire, mais je pourrais récupérer les photos et puis après, je peux mettre ça en forme et peut-être que je vais le faire. Et c'est difficile d'être du bon côté de la loi, hein, des fois. Alors. Donc. Bon, bah, c'est plutôt cool tout ça. J'ai mon total item price, j'ai mon item, etc. Il y a une donnée qui manque encore dans mon bazar. C'est le temps. Parce que je veux pas tout récupérer à chaque fois. J'avoue que le is suspicious, il est sus. Il est beaucoup utilisé, ça? Il est utilisé à quel niveau? L'article? C'est pas sur le même... C'est pas sur la même indentation. Photo. Is suspicious, c'est au niveau des photos. Ok. Et l'autre is suspicious, là, c'est à quel niveau, ça? Photo, ok, donc il doit y avoir plusieurs niveaux de photos des fois. Ok, bon, on s'en fout, c'était pas ça la question. Donc j'ai mon ID, etc. J'ai un user, Z2C d'ailleurs. Fold, no fold found. Attends, mais on peut pas faire un set autofold là? Merde. Help, fold. J'en fais pas tout le temps des folds, mais... create a fold for line in range, machin, element fold. Create a fold for count lines, non. ZF motion operator to create a fold. Ah oui, je peux faire un ZF%. ZF%. Ah, c'est cool ça. C'est ça que je cherchais. Les folds, c'est vachement cool en Vim, mais je le fais pas assez régulièrement pour que j'arrive à rentrer. Donc ZF%, ça me permet de fermer en fait tout ce qu'il y avait avec les parenthèses, puisque % me permet de passer d'une parenthèse à une autre. Donc je vais sur un truc et je fais un ZF% et ça me le ferme à cet endroit-là. Puis après je peux l'ouvrir avec un ZO, j'imagine. Voilà. Très pratique. Puis après il y a des autofolds par indentation, par tout ça, mais je veux pas utiliser ça parce que ça va être le bazar. Là je me concentre sur ce qui nous intéresse, à savoir les différentes propriétés. Donc on a récupéré le size title, donc la taille, ce qui est bien. Après, c'est le genre de truc qu'on peut filtrer en amont parce que j'imagine que tout le monde veut pas. Enfin, je sais pas, les gens qui mettent du 44, ils vont pas vouloir forcément du 38 et les gens qui font du 38 vont pas forcément vouloir du 44. Donc, ça, c'est peut-être des trucs à filtrer en amont que je n'ai pas fait puisque j'ai été à l'arrache. Item box, ok. Ok, mais c'est tout. Il n'y a pas une notion de temps. Pourquoi j'ai gardé ça en tête? ID, price, ok. Après il y a les ID, donc ça c'est bien, on va les garder. C'est vrai que j'ai pas pensé à le faire parce que je pense qu'on va stocker les ID pour dire je ne veux que ceux qui ne sont pas dans ma liste. Donc on va faire ça, id.string, hein, jusqu'ici vous avez compris. Bon, juste pour le fun, hein, on va relancer pour voir est-ce que j'ai bien les ID dans mon struct. Oh! Ah merde, c'est un integer. Oh, so Disney. On va mettre un usize parce que je suis en architecture 64 bits, donc ça devrait le faire, dit-il, confiant. Ok. Et donc j'ai bien des ID. On remarquera que les ID sont dans les URL. Peut-être que c'est pas toujours le cas. À garder en tête. Je sais pas, ça peut être utile. Fort bien. Fort bien. Non. Qu'est-ce que je veux... Non, mais c'est bon. Oui, si c'est ça, on va se faire peut-être une... C'est ça, ouais, on peut se faire ça. Puisque là, en fait, je fais pas d'intervalle. Faudrait peut-être que je le fasse... que là, l'intervalle, il est là. J'ai pas forcé un default value égale 0, c'est ça. Ok. URL égale Toto...
Ouais, pour l'instant, on va faire comme ça. On va faire intervalle égal 5. On va rester à 5 secondes. Hop là, on n'est pas dans Vim, Stéphane. Donc, je vais faire ça. Donc, blam, on récupère tout ça. 2, 3, 4, 5. Blam, on récupère tout ça. Bon, ok, ça a l'air de fonctionner. On va stocker. Alors déjà, on n'a pas fait la pagination. Donc ça, c'est pas bien, on va le faire après. Je vais le marquer. On verra plus tard. Donc on va faire ça et on va gérer notre fameux catalogue d'index. On va faire ça à l'arrache, hein, on verra après. On va faire ça in memory. Late id7 égale à h7 de, on a dit quoi, des usize. C'est pas du tout ce que je veux. Pourquoi c'est un... Oh lololololol. J'ai fait n'importe quoi. Non, ce que je voulais faire, hein, c'est c'est de dire que id7 est un h7 de usize, ça c'est son type, et je l'initialise en créant un nouveau h7, à savoir h7 new. Voilà. Donc ça c'est un exemple caractéristique d'inférence. Hein. J'ai défini le type, comme en TypeScript d'ailleurs, j'ai défini le type de ma variable comme étant h7 usize, et donc il a dit, ok, donc quand je fais new, je vais créer un h7 de type usize. Là, si vous regardez, vous voyez que j'ai t égale... Qu'est-ce que j'ai fait? Hop, si vous regardez, vous voyez que t égale usize. Il le met là. Alors que si j'avais mis, je sais pas, string, par exemple, c'est ça, hop, là vous auriez vu que t égale string. Donc il est gentil en fait, il vous dit, cool ça, hein. Et si je sauvegarde, oui, bon, si je sauvegarde, il n'y a pas de souci. Donc c'est pas un string, c'est un usize. Jusqu'ici, tout va bien. Voilà, ça c'est fait. Qu'est-ce que je voulais faire avec ça? Donc oui, voilà. Donc là, je vais récupérer mes machins, etc. Et il faudrait que je mette tous ces ID là-dedans. Et non. Non, il faut que je fasse une boucle et que je dise pour tous les ID de ma réponse, je ne vais printer que les nouveaux. Et je vais les ajouter au fur et à mesure. Ok, donc ça, on va le garder de côté pour faire du debug. Vous avez vu le debug à l'ancienne. Donc là, on va faire for id in object, qui est pas du tout bon, donc on va changer son nom. Point items. Point iter. Bon, dans ce cas-là, pourquoi ne pas faire directement... oui, parce que je suis un feignant en fait. On va faire ça. Donc c'est pas ID, ça va être item. Bah oui. Merci l'inférence. Il m'a tout de suite dit que ça allait être des références immutables sur des items. On va déjà renommer ça et on va l'appeler response. Response parsed. Non. Non, on va pas faire ça. Toi, on va te renommer en response raw. Et toi, on va te response na. Voilà. Ça me va très bien. Ok, et donc from item in response.items.iter, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va dire if, comment il s'appelle, id7 .contains id, item.id, pardon, item.id. Non, j'ai pas besoin de la référence, ça me va bien. Bah note, en fait, en l'occurrence. Donc on va dire println, hop, new item. On va mettre tout l'item. Et puis on va l'ajouter id7. Insert de mémoire, ouais. ID. Voilà. Qu'est-ce qui va pas? Expected usize, found usize. Bah oui, il faut passer une référence à contains. Et qu'est-ce qu'il dit là? Insert ID, cannot find value ID in this scope. Bah oui, c'est item.id. Et là, vous remarquerez que insert, en fait, il ne mange pas une référence, il mange une value. Je pense pas que je puisse mettre une référence. Voilà, il va pas vouloir. Expected usize, found et usize. Il veut move la valeur, il veut prendre possession de la valeur, ce qui est normal, puisqu'il le met dans le set. Donc ça paraît normal qu'on aille move, qu'on abandonne ça et qu'on le mette dans le set. Voilà, c'est le genre de petit truc. Can't borrow id set as mutable as it is not declared as mutable. Et bon, on va faire un truc tout bête.
Comment ça, je peux pas faire un GI là-dessus? Mon LSP, il a peut-être une patte en l'air là. C'est pas grave, on va faire ça. Et on va lui dire, sois mutable. Ok. Donc voilà, pour tous les articles qui sont dans ma réponse. Si l'ID est déjà dans mon truc en mémoire, bah je fais rien. Par contre, s'il n'y est pas, j'affiche l'article en question. On va mettre un println tout vide. Oh, on peut. Est-ce qu'on le met avant ou après le... Ouais, ok. On va faire ça, comme ça on aura le retour chariot directement dedans. Parce qu'en fait ça en fera deux, parce que println en rajoute un. Mais comme ça j'aurai mon espace et je pourrais naviguer. Hein, encore une fois, oups la mouche. Je pourrais... Mais oups, putain, elle est fan de moi ce soir. Voilà. Oui, je sais qu'il est 21h30 passé, mais c'est pas grave. On va continuer, on va finir ça, histoire de voir ce que ça donne. Sauf que mon truc, il va pas marcher entre deux recherches. Là, si je le teste... Alors, à la limite, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va faire... on va créer un petit booléen. Let new items... mute. Let mute new... items de point bool. Alors je suis pas obligé de mettre de point bool parce que je vais directement l'identifier à false. Gna gna gna. Là on va faire new items égale true. Voilà. Et là je peux dire if not new items parce que c'est ça que je voulais faire à la base. Println no new items. Avec le point virgule qui va bien, sinon il va m'engueuler. Pourquoi cette... je t'autorise pas. Ah ouais. Là aussi c'est suspect ça. Bref. Alors... Qu'est-ce que ça donne? Ok. New item. Donc il a découvert tous les nouveaux articles. Et ensuite... Voilà. Fetching to... No new items. Fetching des nouveaux articles. Je ne sais pas pourquoi il y a des nouveaux articles, à moins que ça ait été posté entre temps. New items. Non, new items. Ah putain, il y a peut-être eu des nouveaux articles qui ont été postés du coup entre deux de mes requêtes. Le problème c'est que j'ai pas les timestamps. Mais ça se trouve, ils viennent d'être créés. Hein. Des fois, on a de la chance quand on fait des tests comme ça. Parce que qu'est-ce que j'ai? New items. Non, mais j'ai vraiment eu un cas où il n'y avait pas de nouveaux articles. Et ensuite, boum, nouveaux articles. It works. Et bien comme ça, on va s'arrêter là. C'est un bon jalon, parce qu'il va falloir passer après à la partie fun. Déjà nettoyer un peu tout ce bordel. Et puis après, envoyer des notifications. Et on va voir comment on va faire ça. Est-ce qu'on envoie des mails? Est-ce qu'on fait un truc? Quelle librairie on va utiliser? Et tout ça, on le verra dimanche à 20h sur le stream du permacodeur. Voilà. Donc on a dépassé un petit peu, mais je trouve qu'on arrive à un résultat qui me plaît beaucoup. Là, on commence à faire un peu du code métier. On commence à rentrer un peu dans le truc. On a eu un cas concret d'ajout de nouveaux articles. Donc ça va faire très plaisir à ma cliente. Et voilà, puis après on regardera un petit peu plus quels paramètres on passe pour rechercher. Et voilà. Je vais trouver un petit raid à faire là, je pense que ça plaît bien. Puis moi en plus ça me permet de regarder un truc pendant que je fais un petit peu la fin du stream, que je regarde ce que ça a donné, etc. Je vous fais des gros bisous, on se retrouve dimanche. Un grand merci d'avoir participé, contribué, et puis à la prochaine. Voilà. Allez, à tantôt. Bye.